S'il vous plaît, on va commencer. Je demanderai un peu de silence, s'il vous plaît. Merci. Mesdames, Messieurs, que se passe-t-il? Que se passe-t-il depuis de nombreuses semaines? Que se passe-t-il depuis de nombreux mois? N'avez-vous pas tendu l'oreille? N'avez-vous pas entendu depuis nos baptistes lycéennes ces mots s'élever, ces mots se croiser, ces mots s'entrecroiser, virevolter, s'entrechoquer, avant de s'envoler, ou presque dans le ciel? Des cris, des chuchotements, des rires, des applaudissements, des propos rageurs ou poétiques, des voix graves ou aiguës, mais toujours fortes ont été entendues. Zola, Proust, Dumas et tant d'autres ont été invoqués. Mesdames, Messieurs, il est temps. Il est temps que vous compreniez les raisons de ce remue-ménage, les causes de vos réveils matinaux, les conséquences de leurs actes à eux, les élèves qui ont pris part à cette belle aventure. Parce que oui, Mesdames, Messieurs, cette année, j'ai l'immense chance d'avoir été sollicité par Sylvie Flore et Pierre Saner pour créer et organiser un concours alliant mes et mots. Si chacun pourra vite se rendre compte, en ce qui concerne les mets, j'ai bel appétit, les mots, Mesdames et Messieurs, les mots sont ma passion. Nous voilà donc réunis aujourd'hui, Mesdames, Messieurs, pour en connaître le dénouement, le fin mot de l'histoire. Un seul et unique élève parmi les 4 finalistes placera son lycée au sommet de l'art oratoire. Un seul et unique élève parmi les 4 finalistes inscrira son nom en lettres d'or au panthéon de l'éloquence. Mais tous, je dis bien tous les élèves présents sur la ligne de départ, peuvent se dresser fièrement et dire désormais et à jamais « Je suis un orateur ». Comment pourrait-il en être autrement, tant ils ont fait preuve de talent, après avoir vécu des ateliers hebdomadaires, de la sueur, un premier tour dans lequel la Madeleine de Proust fut volée puis dévorée, quelques larmes et beaucoup de fierté, des entraînements, encore et encore, une finale interne dans laquelle un critique culinaire emprunta le J'accuse de Zola, encore quelques larmes, toujours beaucoup de fierté. Et aujourd'hui, Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, Dumas poursuivi pour empoisonnement et qui risque la réclusion criminelle. Des mots, encore des mots, toujours des mots. Mesdames, Messieurs, c'est à mon tour de dire des mots. C'est à mon tour de dire le mot. Un mot haut, un mot fort. Ce mot qui trouve sa cible même sans la nommer. Ce mot qui vise tout droit le cœur. Ce mot rempli de reconnaissance. Un mot lourd de sens. À toutes et à tous, vous, de près ou de loin, qui ont permis la tenue de ce moment, merci. Quant à vous, chers élèves, ce n'est pas un mot, mais 2 que je souhaiterais vous dire. 2 mots que vous avez fait vôtres dès le début et sans relâche. Soyez sublimes. Merci. Mesdames et Messieurs, l'audience de la Cour d'assises de l'Aisne, statuant en audience foraine à Villers-Cotterêts, dans sa spécialisation muséo, est ouverte. Maître Ethan Blanchard, au soutien des parties civiles, M. Christo et autres, la Cour vous entend. Vous avez la parole. Mesdames et messieurs du jury, Madame la juge, dans cette salle de justice, où les voix des opprimés résonnent comme un chœur de lamentation, où chaque regard porte le poids des souffrances endurées, nous sommes réunis aujourd'hui pour briser le silence et réclamer justice au nom de ceux qui ne peuvent plus parler. Permettez-moi de vous emmener dans un voyage au cœur de l'obscurité, là où le mal a semé ses graines empoisonnées et a fauché les vies innocentes de 6 êtres chers. Imaginez, si vous le pouvez, la douleur déchirante des familles laissées derrière, leur cœur brisé par la cruauté impitoyable du destin. Dans les yeux des proches des victimes,
je vois la tristesse infinie, le désespoir sans fin, mais aussi la détermination inébranlable à trouver la lumière dans les ténèbres, à trouver la paix dans le chaos, à trouver la justice dans l'injustice. Aujourd'hui, nous sommes les gardiens de leur espoir, les porteurs de leur vérité, les protecteurs de leur mémoire. Nous sommes les voix des disparus, les avocats des opprimés, prêts à défendre avec passion et dévouement les droits des victimes et à demander réparation pour les torts irréparables qui leur ont été infligés. En cette heure sombre, où les ombres de la tristesse planent lourdement sur nos cœurs, je vous invite à écouter attentivement les témoignages des familles endeuillées, à sentir la force de leur courage, à ressentir la profondeur de leur peine. Car c'est dans leur douleur que réside notre motivation, c'est dans leur lutte que réside notre détermination, c'est dans leur quête de justice que réside notre devoir sacré. Mesdames et messieurs, en ce jour où nous sommes confrontés à l'horreur indicible de la perte, je vous demande de vous joindre à moi dans un acte de compassion, dans un acte de solidarité envers ceux qui souffrent. Ensemble, levons nos voix comme des boucliers défendant les droits des victimes avec toute la force de notre être et demandant réparation pour les vies volées, les rêves brisés, les destins interrompus. Nous faisons face aujourd'hui à une affaire poignante d'empoisonnement fatal qui a frappé 6 personnes dans un restaurant paisible. Au cœur de cette tragédie se trouve une recette, celle de la célèbre ficelle picarde, dont les ingrédients ont été malicieusement altérés. Le créateur de la recette, qui n'est d'autre qu'Alexandre Dumas, auteur des 3 Mousquetaires et créateur de Milady l'empoisonneuse, est mêlé à cette affaire, tout comme la chef Marie, qui elle aussi est impliquée dans cet événement aux ramifications sinistres. Les conséquences de leur négligence furent dévastatrices. Les 6 convives qui ont eu le malheur de goûter à ce plat empoisonné trouvèrent leur fin dans la souffrance. Leur disparition laissa derrière elles des familles éplorées, plongées dans un abîme de douleur et de désespoir. Mesdames et messieurs les membres du jury, Madame la juge, permettez-moi de commencer en soulignant la nature profondément tragique et irréparable de la perte subie par les familles des 6 victimes de cet empoisonnement. Nous sommes ici pour témoigner de la douleur incommensurable qui a été infligée à ces familles, une douleur qui ne peut être adéquatement exprimée en mots. Imaginez la vie déchirée de ces familles, privées soudainement de leurs êtres chers, de leurs piliers, de leurs sources de joie et de soutien. Imaginez les chaises vides autour de la table du dîner, les lits froids et vides, les rires et les sourires qui ne résonnent plus dans les foyers de ces familles. Cette perte, mesdames et messieurs, est une blessure profonde qui ne guérira jamais complètement. Mais la tragédie ne s'arrête pas là. Les conséquences de ces décès vont bien au-delà de la simple absence physique des êtres aimés. Ces familles ont été confrontées à des défis insurmontables, des défis qui ébranlent les fondements mêmes de leur existence. Elles ont dû faire face à des frais médicaux exorbitants, à des funérailles déchirantes et à des pertes financières qui compromettent leur sécurité économique future. Pire encore, ces familles ont été privées de l'occasion de partager des moments précieux avec leurs êtres chers, de voir leurs enfants grandir, de célébrer des anniversaires, des mariages et d'autres jalons de la vie. Ces moments, qui sont si souvent tenus pour acquis, ont été cruellement arrachés à ces familles, laissant des cicatrices indélébiles dans leur cœur. Dans cette affaire, les analyses de l'autopsie révèlent de manière accablante que les victimes sont décédées d'intoxication à un champignon vénéneux. Une conclusion implacable qui jette une lumière cruelle sur les circonstances de leur décès. Madame Christo, l'une des victimes, illustre de manière poignante cette réalité
confirmant ainsi la nature tragique et évitable de cette perte. Face à ces preuves accablantes, il est indéniable que le créateur de la recette, Alexandre Dumas, et la chef Marie sont pleinement responsables de ce qui est arrivé. Leur négligence coupable et leur imprudence flagrante ont conduit à une tragédie évitable, une série de décès injustes et prématurés qui auraient pu être évités si seulement ils avaient agi avec le soin et la diligence requis. En choisissant de manipuler les ingrédients de la recette sans considération pour les conséquences potentielles, en délibérant avec insouciance sur les risques encourus, ils ont trahi la confiance des convives et ont commis un acte impardonnable de négligence criminelle. En tant que créateurs et gardiens de la recette, ils avaient la responsabilité morale et légale de garantir sa sûreté, une responsabilité qu'ils ont lamentablement négligée. Ainsi, mesdames et messieurs du jury, il ne fait aucun doute que la culpabilité d'Alexandre Dumas et de la chef Marie est indiscutable. Leurs actions criminelles ont causé des souffrances indicibles et des pertes irréparables. Ils doivent être tenus responsables de leurs actes et rendre des comptes pour le préjudice qu'ils ont infligé aux familles des victimes. Il est crucial de reconnaître les conséquences dévastatrices que la perte de leurs proches a eues sur les familles et les proches des 6 victimes de cette tragédie. La douleur et la souffrance qu'ils endurent sont insupportables et les répercussions de ces décès se font sentir dans tous les aspects de leur vie quotidienne. D'un point de vue émotionnel, ces familles ont été plongées dans un abîme de chagrin et de désespoir. La perte soudaine et inattendue de leurs êtres chers a créé un vide immense dans leur vie, un vide qui ne pourra jamais être comblé. Ils font face à un deuil incommensurable, marqué par des nuits sans sommeil, des larmes intarissables et un sentiment de perte qui ne les quittera jamais. Sur le plan financier, ces familles ont été confrontées à des charges écrasantes. Les frais médicaux, les frais d'inhumation et les pertes de revenus dues à la disparition des pourvoyeurs de famille ont mis leur stabilité financière en péril. Nombre d'entre eux se retrouvent dans des situations précaires, incapables de subvenir à leurs besoins les plus fondamentaux. De plus, les conséquences sociales de ces décès sont également considérables. Ces familles ont perdu leur réseau de soutien, leurs confidents et leurs compagnons de vie. Elles se retrouvent isolées, confrontées à une réalité brutale et impitoyable qu'elles ne sont pas préparées à affronter. Mesdames et messieurs, je vous implore de prendre en considération l'ampleur des souffrances endurées par ces familles et proches. Leur douleur est réelle, leurs difficultés sont palpables et elles méritent une reconnaissance et une réparation pour le tort qui leur a été infligé. Il est impératif de reconnaître la nécessité impérieuse de rendre justice aux familles des 6 victimes innocentes de cette tragédie. Ces familles ont été confrontées à une perte incommensurable, à une douleur insoutenable, et elles méritent réparation pour le préjudice qu'elles ont subi. La justice, dans ce contexte, ne consiste pas seulement à tenir les accusés responsables de leurs actes. Elle consiste également à reconnaître la valeur de la vie humaine, à apporter un semblant de réconfort aux familles endeuillées et à restaurer un sentiment de confiance dans le système judiciaire. En rendant justice à ces familles, nous affirmons que chaque vie compte, que chaque perte est une tragédie, que personne n'est au-dessus de la loi. Nous envoyons un message fort, que la négligence et l'irresponsabilité ne seront pas tolérées, surtout lorsqu'elles entraînent des conséquences aussi graves et évitables. De plus, la réparation est essentielle pour aider ces familles à surmonter les problèmes auxquels elles sont confrontées.
Les réparations financières peuvent contribuer à soulager une partie du fardeau financier qu'elles supportent, leur permettant ainsi de se concentrer sur leur processus de deuil et de reconstruction. Enfin, la justice et la réparation sont nécessaires pour prévenir de futures tragédies similaires. En tenant les accusés responsables de leurs actes, en mettant en place des mesures de sécurité plus strictes et en sensibilisant le public aux dangers potentiels, nous travaillons à garantir que de telles tragédies ne se reproduisent plus jamais. Mesdames et messieurs, je vous demande de reconnaître l'importance cruciale de rendre justice et réparation aux familles des victimes. Elles ont enduré une douleur inimaginable et il est de notre devoir de leur offrir un minimum de réconfort dans leur immense souffrance. En ce lieu où se tisse le destin des hommes, où la vérité est l'éclat d'une étoile dans la nuit obscure de l'injustice, nous sommes témoins d'un drame qui dépasse l'entendement, où le cœur des familles pleure l'absence de ceux qui ont été emportés par les sombres méandres du destin. Entendez-vous la symphonie du chagrin, les accords déchirants des âmes en peine, alors que le poids de la perte pèse lourdement sur leurs épaules? Ressentez-vous la douleur aiguë qui envahit leur cœur meurtri, leur espoir vacillant dans le tumulte des épreuves? En cette enceinte sacrée, je vous implore d'entendre le cri silencieux des familles endeuillées, de sentir la brûlure de leur peine et de répondre à leur appel avec compassion et générosité. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je vous demande de prendre en considération la nécessité impérieuse de compenser ces familles pour les dommages qui leur ont été infligés. Les pertes qu'elles ont subies vont bien au-delà de l'aspect financier. Elles ont perdu des membres précieux de leur famille, des piliers de leur existence, des sources de joie et de soutien. Nous ne pouvons pas ramener les êtres chers qu'ils ont perdus, ni effacer la douleur qu'ils ressentent chaque jour, mais nous pouvons leur offrir un semblant de réconfort, une compensation financière qui leur permettra de panser leurs plaies, de reconstruire leur vie et de trouver un certain soulagement dans l'adversité. Je vous demande donc, mesdames et messieurs du jury, madame la juge, de reconnaître la justesse de cette requête et d'accorder une valeur de 20 000 € de dommages et intérêts à chacune des familles des victimes. C'est le moins que nous puissions faire pour leur offrir un semblant de justice, pour leur témoigner notre solidarité et notre soutien dans leur lutte pour la paix et la rédemption. Que votre décision soit comme un phare dans la tempête, guidant ces familles vers un havre de paix et de rédemption. Que votre verdict soit une ode à la compassion, une déclaration solennelle de solidarité envers ceux qui portent le poids de la tragédie. Que la justice prévale toujours. Madame l'avocat générale, vous avez la parole pour vos réquisitions. Madame la juge, mesdames et messieurs les jurys, je vous remercie de votre présence aujourd'hui. En tant que représentant du ministère public
il est de ma responsabilité de vous présenter les faits, les preuves qui, je l'espère, éclaireront votre jugement et vous permettront de rendre une décision juste et équitable. Nous sommes ici pour poursuivre le devoir de la justice et de la loi. Moi, procureur Toudou Docta, je ne suis pas ici pour prendre parti. Mon rôle est d'assurer l'équité entre tous les Français. Les accusations qui ont été portées ne sont pas à prendre à la légère. Et nous comprenons l'importance de la décision qui sera prise au cours de ce procès. Résumons la situation. La chef Marie avait préparé pour ses clients des ficelles picardes grâce au livre de recettes du célèbre écrivain Alexandre Dumas. Non, que dis-je, à l'immense dictionnaire de la cuisine française de l'auteur des Trois Mousquetaires. Hélas, après cela, 6 personnes ont perdu la vie. Madame le juge, mesdames et messieurs les jurés, j'aimerais maintenant évoquer le cas de chacun des accusés, à commencer par vous, monsieur. Mais avant cela, permettez-moi de vous montrer ceci. Et j'aimerais qu'on analyse ensemble, attentivement, l'image que vous avez sous vos yeux. Monsieur, dans votre livre, vous désignez un champignon, je cite, auréolé d'un mamelon de couleur jaune ocracé. Et que voyons-nous sur cette image, mesdames et messieurs? Un champignon auréolé d'un mamelon de couleur jaune ocracé. J'aimerais, mesdames et messieurs, insister sur le fait que monsieur savait pertinemment tout sur ce champignon. Bien évidemment, comment se fait-il qu'un tel écrivain comme vous ne puissiez pas savoir en profondeur ce qu'il écrit? Comme vous l'avez dit pendant l'entretien avec l'inspecteur Poirot, je cite, « Mes mots, mes écrits ont eu le pouvoir de tuer. Ils ont pris vie. Quel plus grand rêve pour tout écrivain qui se respecte. On ne parle pas d'un simple film ici, mais de la vie réelle. C'est formidable. Ceci n'est pas formidable, monsieur. Rendez-vous compte que 6 personnes ont perdu la vie à cause de vos mots. Vous êtes accusé d'empoisonnement et risquez la réclusion criminelle, monsieur Dumas. La voilà la réalité. Ceci n'est pas formidable, croyez-moi. Je vais maintenant vous parler de la chef Marie. Cette chef étoilée, avec un parcours prestigieux que je ne remets absolument pas en cause, mais qui a commis l'irréparable. Madame Marie, vous vous décrivez dans votre CV comme étant une professionnelle chevronnée de la gastronomie française. Mais dans ce cas-là, madame, j'aimerais vous poser la question suivante. Comment se fait-il qu'une chef chevronnée comme vous ne puissiez pas connaître ces produits? N'est-ce pas le b.a.-ba pour tout cuisinier qui se respecte? Il est important, mesdames et messieurs, de mettre ce cas en lumière. J'y tiens. Pour moi, une professionnelle doit exercer son domaine de manière irréprochable. Mais la loi est la loi. Pour que le crime d'empoisonnement soit constitué, il doit être volontaire. Or, il révèle du dossier, Madame Marie, que malgré votre incompétence crasse, vous n'êtes pas une criminelle. Vous n'aviez pas l'intention d'empoisonner ces pauvres personnes. Pour moi donc, vous ne pouvez être condamné du crime d'empoisonnement. Nous sommes dans ce cas-là dans le cadre d'un homicide involontaire. Je réclame 15 années de réclusion criminelle contre M. Dumas. Au regard de la mauvaise qualification des poursuites de chef Marie, je ne demanderai que 3 années d'emprisonnement pour homicide involontaire. Madame le juge, mesdames et messieurs les jurés, je vous demande de prêter une attention scrupuleuse aux témoignages et aux éléments de preuve présentés au cours de ce procès. Soyez attentifs, soyez impartiaux et surtout, soyez guidés par la vérité. Je vous demande également de garder un esprit ouvert et de juger en toute conscience et en toute responsabilité. Dans cette illustre salle d'audience, nous ne sommes pas simplement des observateurs, non, mais des acteurs engagés à la recherche de la vérité.
Nous avons le devoir d'examiner les faits avec objectivité et d'appliquer la loi de manière juste et équitable. Nous nous devons, mesdames et messieurs, de faire émerger la lumière là où règnent les ombres, que la puissance des mots, de ces mots à lui, soit reconnue. La loi est notre guide, et c'est à travers elle que nous devons rendre notre verdict. Souvenez-vous toujours de l'importance de votre rôle en tant que membre de cette cour d'assises. Vous avez le pouvoir de changer des vies et de rendre justice à ceux qui l'ont perdu. Je vous implore de prendre cette responsabilité avec la plus grande gravité et de rendre une décision en vérité avec votre cœur, votre esprit et la loi, car ma responsabilité est importante, mais la vôtre l'est tout autant. Merci. Je demande l'attention de la salle. Je la fais évacuer. Maître Serment. La tête vous écoute. Vous avez la parole. Madame la juge, mesdames, messieurs les jurys. Aujourd'hui, je me tiens droit et fier dans ce bel auditorium qu'est celui de la Cité internationale de la langue française, pour défendre la victime d'un procès d'une ampleur sans précédent. Ce procès a beau être sans précédent, sa cause est minuscule. Pensez, c'est tellement bénin. Un petit champignon, un myxomycète, a eu le pouvoir de tuer, non pas une, mais 6 personnes, et de créer l'un des plus grands procès de notre temps. C'est une tragédie, tout le monde en sera d'accord. Et aujourd'hui, je vous propose une promenade, un cheminement, à travers un dossier fourni pour en démêler la vérité et ainsi rendre un jugement éclairé. Imaginez, vous êtes place Aristide Briand à Villers-Cotterêts. Vous passez devant la Cité internationale de la langue française. Un écriteau retient votre attention. Exposition spéciale, la cuisine au service du vice. Il se met à pleuvoir. Poussé par votre curiosité et un peu par la pluie, vous décidez donc de rentrer. Vous traversez la cour du château et rentrez dans un bâtiment. Vous arrivez dans une petite salle avec une lumière douce. Les rideaux sont tirés. Au mur sont accrochés des tableaux. Vous vous approchez du premier. Une jeune femme vous regarde. Elle est belle avec son manteau vert et sa plume blanche posée délicatement sur sa tête. Dans sa main gauche, elle tient un plat avec une ficelle picarde et une tête de mort peinte dessus. À ses pieds, 6 personnes gisent, mortes, et une se tord de douleur en retrait. C'est un tableau terrible. Le titre du tableau, La ficelle mortelle de la chef Pauline Marie, chef du restaurant chez Alexandre. Votre esprit ne fait alors qu'un tour. Tel un inspecteur, vous déterminez qu'elle a tué ces personnes. Tout porte à le croire. L'arme, la ficelle picarde qu'elle tient dans la main. La sentence est définitive, sans vous interroger davantage. Vous avez fixé. Vous vous approchez alors du deuxième tableau. Un homme, bedonnant, est assis à une table. À côté de lui, un livre est refermé. Il s'intitule « Le grand dictionnaire de la cuisine française ». Dans la main de l'homme, un papier pend. Quelques mots y sont jetés. Vous déchiffrez « ficelle picarde, champignon, jaune, au crassé ». Le titre du tableau, l'écrivain célèbre Alexandre Dumas et le grand dictionnaire de la cuisine française. Un doute vous assaille. Vous faites un lien naturel entre le premier et le deuxième tableau.
Se pourrait-il que la ficelle picarde du premier tableau soit la concrétisation de la recette du deuxième? Vous vous décalez alors vers la droite, devant un diptyque. À gauche, un champignon jaunâtre est représenté. À droite, une molécule est peinte. En son centre se distingue une tête de mort. Un petit écriteau vous indique alors que le champignon se nomme peut-être Cortinaire très joli. L'artiste n'a pas voulu dévoiler le véritable nom. La molécule se nomme aurélanine. Elle correspond à la molécule toxique du cortinaire. Vous déterminez alors que la cause des morts du premier tableau est la ficelle picarde qui a été concoctée avec un champignon qui avait lui-même une molécule toxique. Peu importe s'il y a un doute sur le nom du champignon. Vous en êtes persuadé. À côté du petit écriteau, une petite étiquette avec les lettres N, I, H, Institut national américain de la santé, explique que les symptômes dus à la molécule aurélanine n'apparaissent que 2 à 3 jours après la contamination, voire au bout de 2 semaines. Vous n'y comprenez alors plus rien. Vous perdez pied. Vous vous asseyez sur un banc. Quel est le lien de tout ça? La ficelle picarde a-t-elle réellement tué? Oui. La chef Pauline a-t-elle réellement tué? Oui. La chef Pauline s'est-elle inspirée d'une recette du Grand Dictionnaire de la cuisine française? Oui. La recette a-t-elle été écrite par Alexandre Dumas? Oui. Le champignon a-t-il été le cortinaire très joli? Fort certainement. Mais cette simplicité de raisonnement est remise en cause par une série de doutes. Vous avez déjà lu le Grand Dictionnaire de la cuisine française, et vous n'avez jamais vu une seule fois le nom de ficelle picarde. Andouille de Villers-Cotterêts, oui, mais pas de ficelle picarde. L'ajout de cette recette était donc volontaire, et par conséquent, le choix du champignon également. Dumas serait donc le meurtrier. Vous vous rappelez avoir lu que Dumas avait une bonne connaissance des poisons et des sciences. Vous pensez au roman Le Comte de Monte Cristo, dans lequel tout un chapitre est dédié à la toxicologie. Cependant, vous ne comprenez pas comment le champignon a pu passer de la recette à l'assiette, étant donné le grand professionnalisme et la grande rigueur dont la chef Pauline semble irradier à travers le tableau. Vous pensez alors à un accord secret entre Alexandre Dumas et la chef Pauline. Mais cette hypothèse est balayée par la science, cette discipline stricte, juste et irréfutable de la précision. Si le temps de latence après ingestion du champignon est de minimum 2 jours, comment cela se fait-il que les victimes soient mortes en quelque temps? En pleine confusion, vous vous levez et vous vous dirigez vers le fond de la salle où se trouvent 2 portes. Une nommée sortie, l'autre, salle d'exposition numéro 2. Vous prenez la deuxième. Vous arrivez alors dans une nouvelle pièce avec de nouveaux tableaux. Le premier représente un homme à barbe et une femme se disputant. Le titre, désaccord. Vous reconnaissez en la personne de l'homme la personne qui se tord de douleur en retrait dans le premier tableau de la salle 1. Le deuxième tableau représente une femme avec une plume sur la tête. Pareil à la chef Pauline. Elle est dénudée et à côté d'elle est étendu dans un lit défait l'homme à barbe. Le titre, les amants. Un troisième tableau succède au deuxième. Cette fois-ci, c'est un dîner avec les 2 personnages du tableau des accords. La femme est assise devant une assiette avec une aile et une cuisse de poulet, un peu de riz et un champignon jaunâtre tel une couronne posée dessus qui fume une tête de mort. L'homme, lui, a la même chose sans le champignon. Le titre, repas aux chandelles au son d'une funeste symphonie chez les Cristaux. Puis, un double du premier tableau de la salle d'exposition 1 apparaît. Vous êtes au bord de l'écœurement. Vous n'y comprenez plus rien. Qu'en pensez? Que l'homme à barbe a tué sa femme avec le cortinaire très joli car il voulait divorcer pour être avec son amante qui semble être la chef Pauline? Mais de nouvelles questions surgissent. Si le fin mot de l'histoire est celui-là, peut-on imaginer que l'homme à barbe, semblable à M. Christo, soit coupable? Peut-on imaginer que M. Christo ait une amante? Peut-on imaginer que M. Christo se soit amusé à empoisonner 5 autres personnes dans le but de se disculper? Votre rationalité vous rappelle alors qu'avec des scies, on mettrait Paris en bouteille. Vous vous levez et vous vous dirigez vers le fond de la salle où se trouvent de nouveau 2 portes. Vous avez 2 choix, sortir ou continuer. Vous regardez la porte de la salle d'exposition. Vous ne voyez pas la fin de cette enfilade de pièces, toutes plus sombres les unes que les autres. Vous choisissez alors la sortie.
Vous passez la porte et vous vous retrouvez sous le ciel lexical. Vous le regardez et ces mots de la langue française résonnent dans votre tête. Le mot charabia vous renvoie à vos pensées. Qui a pu tuer toutes ces personnes? La chef Pauline? Quel mobile avait-elle? Perdre son restaurant? C'est stupide. Alexandre Dumas, dans l'ombre, a un mobile. Son péché d'hubris ou de soif de richesse. Dois-je vous rappeler qu'Alexandre Dumas, le grand écrivain, est un homme endetté et débauché? Monsieur Christo a un mobile, son péché de luxure. Seulement, si c'était eux, ils auraient eu besoin de la collaboration de Pauline. Cela est contradictoire. Rien ne tient. Vous l'aurez compris, Madame la juge, Mesdames, Messieurs les jurés, cette situation est la mienne, la vôtre, la nôtre. Face à ce dossier, nous n'y comprenons rien. Il y a trop de chemin. Elle comprend. Attends. Avant toute chose, ma cliente aimerait dire en face aux parties civiles qu'elle compatit à leur tristesse. Elle comprend que la situation dans laquelle ils vivent est l'une des pires expériences auxquelles l'homme puisse être confronté. La mort est une expérience horrible car elle est définitive. Les morts sont morts. Ils ont rejoint le pays des orangers, des lauriers roses et des camélias. La vengeance ne la ramènera pas à la vie. C'est difficile à accepter. Mettre de côté son envie de vengeance, la surpasser, accepter, c'est compliqué. C'est semblable à l'ascension d'une montagne. La justice n'est cependant pas vengeance. La vengeance est un acte aveugle. La justice est un acte éclairé. La vengeance est guidée par nos sentiments, nos émotions. La justice doit être détachée. Cette vision très bipolaire de la situation est pourtant à nuancer. La justice ne peut être de pierre et la vengeance de sentiment. Il faut trouver un équilibre entre les deux. L'équilibre, Madame la juge, Mesdames, Messieurs les jurés, c'est la justice parfaite. La justice qui ne fâchera ni l'un ni l'autre. La justice où il n'y a ni perdant ni gagnant. La justice où chacun est jugé en tout état de cause. Mais pour cela, il faut ouvrir les yeux. La justice se doit d'être une justice éclairée, reposant sur l'exactitude, la précision. Nous naviguons dans un brouillard. Pour se repérer, tel des bateaux, il nous faut un phare. Il ne faut jamais oublier que même dans la nuit la plus noire, il existe et existera toujours une étincelle céleste ou terrestre pour guider les pas de celui qui cherche la vérité. Le voilà, notre phare, notre étincelle, la vérité. Le poète creuse dans l'obscurité pour en dégager la lumière. Aujourd'hui, la justice a le pouvoir de creuser pour dégager la vérité. Tout porte à croire Madame Pauline Marie coupable. Elle serait parfaite dans le rôle, telle Ninetta dans la Gazzaladra de Rossini. Cependant, je la crois coupable s'oppose à je la sais coupable. Rien dans le dossier, alors que tout porte à le croire, ne permet d'affirmer par la preuve que ma cliente est coupable. Le savoir s'appuie sur des faits, des preuves irréfutables. J'en appelle donc à votre discernement, à votre jugement éclairé. Croyez-vous donc en sa culpabilité ou la savez-vous coupable? La croyance s'illusionne et se fourvoie d'apparence trompeuse. Vous vous dites, c'est vraisemblablement elle, c'est probablement elle, mais en vérité, est-ce réellement elle? Ne commettez donc pas l'erreur d'impression et de raccourci hasardeux. Rappelez-vous de l'affaire Patrick Dills de 1986. Nous sommes ici face à un dossier dans lequel il y a une insuffisance de preuves. Le dossier en devient donc bancal. La vérité est là. Je demande par conséquent l'acquittement pour ma cliente. Merci beaucoup. Ça n'enregistre pas. C'est le comment. Non mais le son il est là-bas. Maître Sprunk en défense, au soutien des intérêts de M. Dumas.
Vous avez la parole. La cour vous écoute. Madame le juge, mesdames et messieurs les jurés, nous sommes réunis dans cette salle d'audience pour démêler les fils d'une affaire aussi injuste qu'affligeante. Au cœur de cette tourmente, Alexandre Dumas, un homme dont le nom est gravé en lettres d'or dans les annales de la littérature française, qui se retrouve aujourd'hui accusé d'un crime odieux. Voici les faits. Le restaurant chez Alexandre, au lieu de la bonne chère et de la convivialité, est devenu le théâtre d'un inimaginable drame. Six clients sont prématurément passés de vie à trépas pour avoir consommé la ficelle picarde, ce plat, fierté de notre région. Ce plat, composé de crêpes fines, de champignons, de beurre fondant, de crème et de bien d'autres ingrédients, dont la recette a justement été magnifiée par Alexandre Dumas dans son grand dictionnaire de la cuisine. Certains se sont empressés d'en tirer des conclusions hâtives et de faire de cet homme, non plus un auteur avec un grand A, mais l'auteur responsable de cette recette meurtrière. C'est ce raccourci que je vais vous exhorter à dépasser, en étudiant scrupuleusement les faits, dont le caractère tragique ne doit pas nous aveugler. Je vous exhorte à examiner cette affaire avec toute la rigueur et l'impartialité que la justice exige, car là réside la vérité. J'affirme que la responsabilité de ce crime ne saurait être imputée à M. Alexandre Dumas, dont la plume n'a fait que retracer les contours d'une aventure si française, l'aventure culinaire. Son grand dictionnaire de la cuisine est un hymne au partage et à la convivialité, non une incitation à la violence, une ode à la littérature et non au désir de nuire. Dumas n'a jamais eu l'intention de nuire à autrui, mais simplement de partager sa passion pour la gastronomie, de partager le plaisir d'un bon moment autour d'une table. Son objectif était de promouvoir la gastronomie française, non de mettre en danger la vie de ses lecteurs, et encore moins de semer la mort et la destruction. S'il y a bien un coupable dans cette affaire, c'est la négligence. Négligence des équipes de cuisine qui n'ont pas respecté les mesures d'hygiène. Les traces de cortinet roux, un champignon vénéneux décelé dans la ficelle picarde, en sont la preuve. En quoi ces négligences devraient être attribuées à Alexandre Dumas, totalement extérieur aux décisions prises dans cet établissement? Il incombe aux professionnels de cuisine de garantir la qualité des plats servis, et non à l'auteur dont l'œuvre a simplement inspiré la confection de ces mêmes plats. L'auteur ne peut être tenu pour responsable des imprudentes actions de la chef Pauline Marie, car il y a bien eu réelle imprudence dans l'utilisation des champignons. Si je relis la recette, Alexandre Dumas nous parle de champignons dûment choisis. Il ne cite aucune variété spécifique, il laisse le soin au lecteur et surtout au cuisinier de choisir le champignon qui lui semblera le plus approprié en fonction de la saison ou la région où il se trouve. En écrivant, formant la base tendre de cette douceur étoilée des champignons dûment choisis, Alexandre Dumas transmet une impression, une sensation. Charge au cuisinier de choisir le champignon qui saura au mieux traduire cela. Il lui laisse sa liberté, tel un passage de flambeau d'un créateur à un autre. C'est donc bien la chef Pauline Marie qui a choisi d'utiliser le cortinaire des montagnes. Champignon certes délicieux, mais à haut risque, car facilement confondable avec son vénéneux cousin, le cortinaire. C'est bien Pauline Marie qui a fait ce choix fatal, et non Alexandre Dumas. Alors, me direz-vous, pourquoi dans sa déposition de garde à vue, mon client s'est-il réjoui des accusations portées contre lui? Comment a-t-il pu, à la fois, clamer son innocence et déclarer formidables ces accusations? Cette apparente incohérence serait-elle la preuve de sa culpabilité? L'âme humaine renferme bien des surprises et de contradictions, mais ça n'a jamais été preuve de rien, et encore moins d'un crime. Pour comprendre pleinement la réaction de mon client, il faut se pencher sur sa personnalité complexe. Être un grand écrivain ne protège en rien des fêlures ou des maladresses. Certains disent même que la littérature s'en nourrit.
Alors oui, cette réaction peut au premier abord sembler déstabilisante, répréhensible. Elle témoigne peut-être d'un manque de compassion et d'empathie pour les victimes. Même si M. Dumas s'est empressé de rajouter, et je le cite, « Ne vous méprenez pas, inspecteur, la mort de ces pauvres personnes est malheureuse, bien sûr. » Il faut reconnaître que M. Dumas est animé par un besoin constant de reconnaissance et de succès. Son ambition débordante le pousse à atteindre des sommets dans le domaine de la littérature. Mais elle est aussi le reflet d'une profonde sensibilité à l'égard de son propre travail. L'œuvre de Dumas est son héritage, son moyen de laisser une empreinte indélébile dans le monde. Et tout affront à cette œuvre est perçu comme une attaque personnelle. La réaction de Dumas à la nouvelle tragique de l'empoisonnement peut sembler choquante. Mes mots ont le pouvoir de tuer. Certains pourraient y voir une forme de satisfaction narcissique, une consécration de son pouvoir d'écrivain. Mais quel auteur n'aspire pas à voir ses mots prendre vie, à constater l'impact émotionnel et le pouvoir de transformation qu'ils peuvent avoir sur ses lecteurs? Monsieur Dumas ne fait pas exception, mais il n'a jamais souhaité que ses œuvres causent la mort. Sa joie apparente devant ce funeste événement n'est en aucun cas un désir de nuire, mais plutôt la reconnaissance, certes un peu puérile, de la puissance de l'écriture. Mon client, Alexandre Dumas, a toujours été opposé à toute forme de violence et de destruction, particulièrement en écrivant cette ode à la joie et au partage. Ce grand dictionnaire de la cuisine, un ouvrage à la gloire de la bonne chère. En mon âme et conscience, j'affirme qu'Alexandre Dumas est innocent et j'espère vous en avoir apporté les preuves. Aussi, parce que le destin d'un homme est entre vos mains et que le bruit du monde aime trop souvent à clouer au pilori des coupables trop évidents. En acquittant M. Alexandre Dumas, vous rétablirez non seulement la vérité, mais vous réparerez également des blessures causées par cette injustice. Vous lui offrirez sa réhabilitation, écartant les ténèbres de la calomnie, mais vous rendrez surtout justice à la mémoire des victimes. Que votre décision soit guidée par la raison, la compassion et le respect de la vérité, que la mémoire des défunts soit honorée et que l'héritage culturel de Dumas soit préservé. Nous comptons sur vous, membres respectés du jury, pour rendre un verdict juste et équitable, et ainsi rendre à Dumas la dignité et l'honneur qu'il mérite. L'audience est suspendue quelques minutes. La Cour va se retirer pour rendre son délibéré. La Cour a délibéré et comme c'était prévisible, ça a été pour elle un exercice particulièrement difficile. Pourquoi? Parce que chacun à votre manière, vous avez d'une certaine manière magnifié la langue française. L'un d'entre vous, c'est des mots que nous avons trouvés, l'une d'entre vous en fait nous a emmenés en balade. Voilà, dans ce que vous nous avez proposé, il y avait de la poésie, il y avait de la démonstration. Et nous sommes, nous, particulièrement conscients que c'est un exercice très très difficile qui vous a été demandé dans un laps de temps très contraint. Vous avez certainement énormément travaillé, plus qu'énormément travaillé. L'exercice était d'autant plus rendu difficile que, voilà, nous sommes à Villers-Cotterêts, nous sommes dans cette enceinte qui sont l'une et l'autre porteuses d'histoire. Je ne vous la rappellerai pas, vous la connaissez certainement tout autant que nous. Donc exercice particulièrement difficile, vous êtes talentueux, chacun à votre manière. Je ne souhaite pas parler trop longuement parce que
mes assesseurs, voilà, je vais dire les choses comme ça, ont également des choses à vous dire. Vous avez réussi à capter notre attention, notre regard. Vos gestes étaient adaptés. Vos mots étaient, mais pour certains d'entre vous, vraiment extraordinaires. Vous vous êtes prêtés à l'exercice attendu par chacun d'entre vous, comme il se devait. Voilà, l'avocat de la partie civile a fait état de la souffrance de ses clients, le type de souffrance qui peut exister, les préjudices qui sont subis suite à des infractions. Tout ça a été dit vraiment avec la plus grande justesse. Madame l'avocat générale, vous avez tenté et réussi la démonstration, enfin, en tout cas, telle est votre conviction, hein, telle est votre lecture du dossier. Vous avez réussi à faire la démonstration de la caractérisation de l'infraction, et c'est ce qui est attendu de vous, monsieur le procureur vous le dira beaucoup mieux que moi, c'est ce qui est attendu de vous par la loi. Messieurs les avocats de la défense, voilà, vous avez été extrêmement talentueux dans le verbe. L'idée de ramener le livre, c'était extrêmement intéressant. Vous avez tenté une interactivité dans vos plaidoiries avec la Cour, et c'est sincèrement ce que nous voyons au quotidien lorsque nous avons la chance de siéger, de requérir pour monsieur le procureur de la République et de plaider pour monsieur le batelier. Voilà, j'imagine que vous attendez le verdict. Voilà, je ne voudrais pas être trop long, ce n'est pas mon moment, c'est le vôtre, et puis le public attend également. Il n'y a pas une page de pub? Pas de page de pub. Voilà. Il y a un jeu et il faut envoyer un SMS. Donc voilà, je vous l'ai dit, je me répète, j'en suis désolée, mais c'est parce que l'exercice était vraiment très difficile. Notre choix s'est dirigé vers monsieur Cernou. Voilà. Aux assesseurs de cette cour, vraiment ça a été extra, je le répète, hein, ça s'est vraiment joué à quelques mots. Voilà, il faut dire les choses comme ça, et en tout cas vous avez vraiment toutes nos félicitations, et j'aimerais clôturer en disant que continuez comme ça, parce que c'est avec les mots que l'on gagne les combats. Voilà, et derrière les mots il y a des idées. Et c'est avec chaque mot a son sens, et c'est ça dont il faut se rappeler, et c'est avec les mots ensuite qu'on peut construire les idées et qu'on peut gagner les batailles. Voilà. Et donc sur le verdict, s'agissant du fond du procès, à la majorité des voix, la Cour a répondu non à l'ensemble des questions qui lui étaient posées. Concrètement, ça veut dire que monsieur Dumas et la chef Marie sont acquittés. La défense a convaincu la Cour. Simplement pour compléter sur ce que vient de dire Madame la Présidente, vraiment un très grand bravo à chacune d'entre vous. C'était vraiment un très bon moment. Vous avez engagé un travail colossal et ça se voit. C'est tout à fait impressionnant ce qu'on a pu voir. C'était enthousiasmant, il y avait une vraie illusion théâtrale, on peut dire, et on est habitué à être au tribunal, à la Cour régulièrement, et on s'y croyait clairement, et vraiment vous avez fait
un travail conséquent. Et je pense que tout le monde a passé un excellent moment en vous écoutant. Donc bravo à chacun d'entre vous. Et voilà, sur les qualités de chacun, on les a un peu évoquées, donc je ne vais pas y revenir. Ça a été effectivement très difficile, mais vous pouvez être fiers parce qu'il n'y a qu'un gagnant, mais les autres peuvent être tout à fait fiers de ce qu'ils nous ont fait. C'était vraiment, ça a contribué à la qualité de l'ensemble et à ce très bel exercice auquel on a assisté. Donc bravo et merci. Alors effectivement, bravo, parce que s'exprimer en public n'est pas une chose facile et aisée et donnée à tout le monde. Vous avez manié la langue telle qu'on peut l'attendre ici, c'est-à-dire avec beaucoup de poésie, de verve, d'engouement. C'était très fort. Moi, j'ai beaucoup aimé la balade que vous nous avez proposée. Effectivement, on part avec vous, on se balade, on était à la fois dans les bois, dans les sous-bois, dans la cuisine, dans le mal des uns et des autres. Donc c'était vraiment très très fort, et d'autant que j'ai appris que vous avez eu 15 jours pour préparer cette chose-là. Et ça, je trouve ça absolument remarquable. Donc continuez comme ça, ne lâchez rien. Vous êtes notre avenir. Merci. Alors je préfère bref, parce que généralement on me reproche d'être un peu long. Je voudrais vous dire que vous avez, et c'est vraiment sincère de ma part, vous avez porté la robe qu'on vous a prêtée avec honneur. Soyez-en remerciés, c'est Platonnier qui vous dit ces choses, parce que vous avez manié la langue dans ce lieu vraiment symbolique de Villers-Cotterêts, ce magnifique château, avec, comme on dit, vous nous avez emmenés effectivement chacun sur un registre différent dans une démonstration. Soyez-en remerciés. Et je voudrais vous dire que le barreau, et notamment le barreau de Soissons, est en quête de futurs confrères, et que c'est avec gourmandise que je vanterai vos qualités oratoires, et nous vous attendons de pied ferme très prochainement. Voilà. Pour moi, c'était une première, donc je voulais vous remercier parce que j'ai passé un très bon moment et j'ai beaucoup appris. Donc voilà, je voulais le dire, c'est en termes d'éloquence, c'était vraiment impressionnant. Vous m'avez impressionné et je crois que tout le monde est d'accord. On a tous apprécié tout le travail que vous avez fait. Donc encore bravo à tous les quatre. Et maintenant, j'imagine le premier prix. Le premier prix, je pense que vous allez être félicité encore une fois. Dans le micro. Je tenais donc à féliciter au nom du Crédit Agricole pour ce premier prix et te remettre effectivement une enveloppe pour te féliciter, te remercier encore de ce bon moment qu'on a passé ensemble. Je vous remercie. Et puis on a aussi on a la chance d'avoir le chef Philippe Renard, ancien chef du TCA, maintenant à la très belle table du Luxembourg, qui est accompagné, qui a également un prix avec ces mots, c'est mai, et donc on vous remet donc un petit cadeau des cuisiniers de France, où dedans il y a la biographie d'Antonin Carême, de Léopold Mourier, excusez-moi, et puis toute l'histoire des cuisiniers de France depuis 1840. Voilà. C'est l'émotion. Aussi des meilleurs ouvriers de France qui sont bien connus. À qui je vais donner la parole? Voici. Merci. Un petit cadeau du barreau de Soissons, un magnifique ouvrage pour ceux qui auront l'occasion de pouvoir l'acheter, Ma robe pour Armure, je vous le conseille. Et c'est un cadeau qui nous est offert par le barreau de Soissons. Les autres candidats n'ont pas été invités.
Je pense que chacun d'entre vous peut venir aussi là devant la scène pour recevoir à son tour quand même les prix qui vous sont offerts pour le magnifique travail que vous avez accompli en 15 jours et tout au long de l'année. Bravo à vous. Et pendant ce temps, je me permets de donner la parole à M. Guillaume Gomez, représentant personnel du chef de l'État pour la gastronomie et les arts culinaires. À vous, Guillaume. Merci, cher Pierre. Je suis content que vous me promettez la parole. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs les candidats, chers tous. Écoutez, déjà, c'est la première fois que je prends la parole dans une cour d'assises, donc j'en suis ravi. Merci vraiment, Léa, Marc, Hector et Tal, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Merci vraiment pour ce moment que vous nous avez fait vivre, que vous m'avez fait vivre. Alors pour plusieurs raisons, déjà moi j'étais vraiment dans le procès, parce que je suis auteur de livres culinaires, j'en ai écrit 8, donc à un moment je me suis dit peut-être que je pourrais être à cette place-là, non pas avec le talent d'Alexandre Dumas, mais qui sait si un jour une de mes recettes peut servir à ça, et parce que mon parcours de chef de cuisine pendant près de 25 ans, notamment au Palais de l'Élysée, notamment pour un président Picard, m'a fait très souvent réaliser des ficelles Picard. Donc j'étais vraiment dans le tribunal, j'étais vraiment pris, et bravo pour vos mots, bravo pour le moment que vous nous avez fait vivre, et c'est là qu'on se rend compte que les mots, bien évidemment, nous permettent de voyager, puisque assis ici à Villers-Cotterêts, on s'est retrouvés, propulsés dans une cour d'assises. Donc merci pour tout ça, bravo. Alors je me suis aussi retrouvé à une époque où je faisais beaucoup de concours de cuisine, et donc je vous félicite pour ça, parce que c'est toujours plus facile de rester chez soi plutôt que de venir se confronter à d'autres collègues et à la sanction d'un jury. Donc je vous ai vu un petit peu trembler au départ, je vous ai vu un petit peu hésiter, mais vraiment c'était quelque chose de formidable, et je tenais à vous féliciter parce que c'est une épreuve qui vous fera grandir, par laquelle vous êtes passé. Alors bien évidemment, lorsque l'on gagne, c'est toujours mieux, mais en tout cas, vous n'avez pas démérité, et sachez que le faire, c'est déjà grandir, et forcément, on vous retrouvera plus tard sur peut-être d'autres concours d'éloquence, peut-être, comme le bâtonnier vous a invité, de futurs avocats devant nous. En tout cas, moi j'étais ravi. Merci Pierre de m'avoir proposé de venir, parce que ce festival des messes et des mots, c'est quelque chose d'important. En effet, la gastronomie française, et là je reprends ma casquette d'ambassadeur pour la gastronomie, c'est un plaidoyer pour la France, pour sa langue, et la gastronomie est l'un des faire-valoir de la langue française, puisque à travers le monde, bon nombre de cuisiniers, peu importe d'où ils sont d'ailleurs, utilisent des mots de la gastronomie française, puisque et c'est pour ça qu'Alexandre Dumas, notamment avec son grand dictionnaire. Alors je regardais votre livre avec un petit peu d'intérêt, parce que j'ai 2 éditions du dictionnaire d'Alexandre Dumas, et je n'avais pas celle-ci avant de me rendre compte que vous aviez utilisé un Larousse en fait. Je me suis dit, je ne connais pas cette édition, je vais aller la négocier en fin de tribunal, mais non en fait, donc c'est pas Larousse, donc je vous le laisse. Donc voilà, donc en tout cas c'était vraiment formidable. Merci à ce festival d'exister, on espère, c'est la première édition. On espère qu'elle se refera bien sûr de nombreuses fois, et en tout cas bravo à toutes et à tous. Et alors je n'avais pas compris que vous étiez un vrai tribunal au départ, parce que j'ai découvert sur le programme, mais merci d'avoir joué le jeu aussi, merci que vous êtes prêtés à tout ça, et c'est une expérience formidable pour eux, mais surtout pour nous, et pour ceux qui la vivent à travers les médias. Merci beaucoup, merci à tous.